Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'un des avocats qui représente Nafissatou Diallo, donc la femme au centre, au cœur de ce scandale Dominique Strauss-Kahn, qui a tant choqué, tant ému, tant bouleversé des deux côtés d'ailleurs de l'Atlantique. Thibault de Montbrial, merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. Tout d'abord, pour revenir au début de ce procès, tout semblait aller dans votre sens, l'intérêt médiatique a été énorme bien sûr rapidement, et puis tout a basculé, on a commencé à parler de Madame Diallo comme un témoin ou quelqu'un qui n'était pas crédible. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été, comment ça s'est déroulé de votre point de vue? Quel a été le problème? Alors, ce qui s'est passé factuellement, mais ce sont mes confrères américains en charge du dossier aux États-Unis qui sont les spécialistes de la procédure américaine, il s'est passé une chose assez curieuse. C'est que le procureur de New York, à qui il incombe de mener la procédure, a soudain révélé des éléments qui sont des éléments périphériques au fait, qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dans la chambre pendant 9 minutes entre Mme Diallo et M. Strauss-Kahn, et qui, selon lui, donc selon le procureur, étaient de nature à affaiblir la crédibilité de Mme Diallo. Ce qui est apparu très vite désagréable, c'est qu'on s'est rendu compte, dans les semaines suivant le 1er juillet, que les éléments que le parquet mettait en avant pour atténuer la responsabilité de Mme Diallo étaient soit faux, soit dénaturés. Et quand on voit comment le parquet de New York a mené ce dossier jusqu'à l'audience d'aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher d'être très étonné parce que les avocats expérimentés, les avocats américains expérimentés que sont mes confrères, mais qui sont également des anciens procureurs, m'expliquent, avec des exemples, parfois même de la jurisprudence à l'appui, que la façon, que les éléments qui ont été mis en avant par le parquet pour arriver à cette motion de non-lieu sont des éléments qui soit n'auraient pas dû être retenus, soit sont faux. Et donc on a quand même un goût un peu amer dans la bouche quand on voit la façon dont tout ça a été mené. Mais donc c'est plus que de l'incompétence de la part du procureur. Ce que vous semblez dire, c'est que vraiment on a cherché activement à discréditer de façon tout à fait, enfin qu'on n'avait jamais vu auparavant, Madame Diallo. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Pourquoi cela? Alors, ce que m'ont expliqué mes confrères américains, parce que je ne suis évidemment pas new-yorkais, c'est que pour des raisons propres à la situation du parquet de New York, c'est dans les semaines qui ont précédé et suivi les faits du 14 mai, l'équipe de Cyrus Vance est sortie considérablement affaiblie de 2 gros procès qui ont été perdus. Par ailleurs, au sein de ce qu'on appelle la Sex Crime Unit, c'est-à-dire l'unité spécialisée dans les crimes sexuels, il y avait des tiraillements et des querelles de personnes. Le chef a démissionné. Bref, il y avait une ambiance délétère. Et puis, il faut bien aussi vous dire que, et là c'est une impression personnelle, je n'ai pas, quand j'ai rencontré M. Vance, je n'ai pas senti l'envergure d'un vrai chef. J'ai l'habitude en France de voir des procureurs. Les procureurs sont en général des gens assez énergiques, assez déterminés, qui mènent leurs procédures. Là, j'ai senti quelqu'un qui était beaucoup plus politique, beaucoup plus fuyant. Et surtout, il y a une anecdote, parce que sinon je ne vous ferai pas de la psychologie de magazine, mais il y a une anecdote qui révèle tout ce sentiment qui est le mien. C'est que quand j'ai rencontré M. Vance, je l'ai rencontré personnellement pendant 20 minutes. J'étais avec David Koubi, l'avocat de Tristan Bannon, et lui était avec un de ses adjoints. Et les yeux dans les yeux, il a pris l'engagement d'engager dans les jours suivants notre rencontre une procédure d'entraide internationale pour permettre l'audition par ses services de Tristan Bannon à New York. Et lorsqu'on a rencontré son équipe, dans la même journée, ils ont pressé David Koubi de questions en disant mais il faut que Mme Bannon vienne, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, si on fait une demande d'entraide, est-ce qu'elle viendra? Maître Koubi a dit oui, et M. Vance a dit cette demande, nous la faisons dans les jours suivants, et aujourd'hui, force est de constater que cette demande n'a pas été faite. Il faut tirer dans les conclusions. Et vous parliez d'éléments périphériques qui ont fait que Mme Diallo semble maintenant discréditée par ce qui est sorti, les fuites, etc. Mais rien de substantiel. Pour vous, l'essentiel de sa version des faits reste la bonne, et ça, personne n'a su le contredire jusque-là. Alors, c'est plus que ça. C'est que sa version des faits sur ce qui s'est passé pendant les 9 minutes et dans les 2 ou 3 minutes qui ont suivi dans la Chambre n'a jamais varié. Et je vais vous donner un exemple qui est à mon avis extrêmement révélateur. Le fameux rapport médical dont l'un des avocats de M. Strauss-Kahn a dit à la presse française qu'il était, je cite, vide. C'est un mensonge. Ce rapport médical que j'ai lu en détail est un rapport qui d'abord décrit des blessures de Mme Diallo, ensuite est une prise de notes sur 2 pages par les médecins, pas par la police, par les médecins, 3 heures après les faits, de la déclaration de Mme Diallo sur ce qui lui est arrivé, et enfin
et c'est ce troisième point qui conforte l'ensemble, il y a une analyse psychologique du comportement de Mme Diallo qui dit les faits qui nous ont été relatés sont compatibles avec ce que l'on a vu comme blessure, et surtout l'état de choc psychologique de la victime est un état de choc habituel que l'on voit chez les victimes sexuelles, nous, services expérimentés depuis 30 ans. Donc aujourd'hui, venir dire que Mme Diallo est une menteuse est quelque chose qui est absolument indigne et je vous le dis franchement, profondément choquant pour un avocat pénaliste, rien que sur la base de ce document médical. C'est choquant. Qu'est-ce que ça nous apprend, nous, sur la procédure américaine? Que finalement, l'argent, l'influence et les bons avocats... Non, ouais, mais ça c'est vrai partout. L'argent, l'influence et les bons avocats, c'est vrai dans le monde entier. Ça nous apprend une chose qu'à mon avis, les Français n'avaient pas bien mesurée, c'est qu'un procès pénal aux États-Unis, c'est d'abord une prise de risque de la part du parquet qui va faire le pari qu'il peut gagner selon des règles qui sont complètement différentes et qui sont des règles d'unanimité d'un jury populaire. Et donc, quand le parquet pense que pour quelque raison que ce soit, ses chances de victoire sont diminuées, y compris pour des faits qui n'ont rien à voir ou pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les faits, eh bien, à ce moment-là, le parquet ne prend pas le risque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que M. Strauss-Kahn est innocenté ou blanchi, comme on l'entend un peu trop vite dans certains milieux français. La vérité, c'est que le parquet n'a pas osé, n'a pas eu le courage d'aller au procès. Les spécialistes américains que je connais en sont surpris, certains le regrettent, d'autres pas. Moi, je ne suis pas avocat américain, donc je me prononce simplement sur les éléments que j'ai vus. Moi, sur les éléments que j'ai vus, je suis stupéfait. Donc maintenant, c'est la partie civile de cette procédure qui commence. Vous êtes à Paris non seulement pour parler à la presse, vos confrères new-yorkais sont venus non seulement pour aller parler à la presse française, mais aussi pour recueillir des témoignages. Vous avez entendu beaucoup de femmes s'avancer pour venir rapporter des témoignages qui pourraient être intéressants par rapport à cette procédure. Vous savez, quand l'affaire du 14 mai a éclaté, ça a été il y a eu un retentissement mondial, et il s'est passé une chose tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire hors du commun. C'est-à-dire que tout un tas un nombre important de femmes souvent venant du passé, ont ressenti un écho avec des choses qui leur sont arrivées à elles par le passé et ont entendu profiter de cette procédure pour peut-être dire des choses qu'elles n'avaient pas osé dire à l'époque. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que l'entourage de M. Strauss-Kahn était parfaitement préparé à cette hypothèse. Parce que vous observerez que dès le 15 mai, sur tous les plateaux de télévision, il y a eu ce qu'on appelle en communication des éléments de langage. C'est-à-dire qu'on a entendu cette phrase unanime répétée à la même heure par des tas de gens différents sur différentes chaînes, cette phrase étant « ce n'est pas le Dominique que nous connaissons ». Et on sait tous en com qu'il faut évidemment entendre l'inverse. C'est-à-dire que c'est très précisément non seulement le Dominique qu'il connaissait, mais le Dominique qu'il se préparait à défendre en cas d'accident industriel pendant la campagne électorale. Ils étaient prêts. Donc il y a eu la com, avec tous les gens qui sont allés publiquement le défendre. Et puis, il y a eu ce qui s'est passé, j'allais dire un petit peu dans le souterrain. Et dans le souterrain, eh bien, il y a des gens qui ont été voir tout un tas de témoins potentiels pour essayer de leur demander eh bien, de se taire en proposant des choses et d'autres. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit, mais vous savez, c'est comme pour les témoins. Les gens vous racontent des choses ou parlent à des détectives qu'on envoie pour en savoir un peu plus. C'est pas très dur à trouver. Par contre, personne ne veut apparaître dans la lumière. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crainte, parce que ça va de l'envie de ne pas être exposé quand on a refait sa vie, à parfois des craintes beaucoup plus matérielles. Et pourtant, vous avez déposé une plainte ce matin par rapport justement à des choses que vous avez apprises dans le cadre de cette enquête. Justement, moi depuis 2 mois, j'ai découvert tout un univers. J'ai découvert un univers qui est, faut bien le dire, un peu effrayant. Et il se trouve que hier, j'ai eu la preuve que l'un des témoins qui avait été jusqu'à avoir un entretien avec les avocats américains accompagné de son propre avocat aux États-Unis, eh bien, avait reçu par l'intermédiaire d'un de ses proches à Sarcelles une proposition de rétribution. On lui a dit, il y a un adjoint au maire actuel de Sarcelles est allé le voir et lui a dit combien elle veut pour la fermer disant qu'il allait en référer à ses chefs. Donc ces chefs, c'est aussi un langage d'un univers un peu particulier, mais enfin quand on connaît bien le Val d'Oise, on voit un peu à quoi ça fait référence. Et j'ai là des témoins qui ont accepté, scandalisés par cette pratique, de témoigner. J'ai donc déposé une plainte avec le nom des témoins et c'est sur le bureau du procureur de Pontoise. Et donc vous avez découvert des choses sur le personnage de Dominique Strauss-Kahn, sur son caractère, mais aussi sur ses réseaux strauss-kahniens dont vous parliez dans la conférence de presse, sur tout ce monde qui peut mettre une pression énorme
sur des avocats, sur des personnes privées, des particuliers qui chercheraient à... J'ai découvert un univers, et c'est l'univers de la très grosse artillerie politique. La très grosse artillerie politique en France, elle a un tronc commun qui est le programme, les proches, les militants, etc. Et puis vous avez tous les à côté qui permettent de contrôler les gens, qui permettent d'éviter qu'on aille trop s'intéresser au passé, qui permettent éventuellement de bloquer les gêneurs, etc. Il y a les communicants qui envoient des éléments de langage, qui empêchent des gens qui étaient invités sur un plateau de télévision d'y aller 2 heures avant au bout des programmes, etc. Des choses comme ça, vous voyez, c'est des choses tout à fait concrètes, qui font courir des fausses rumeurs sur vous, allant jusqu'à faire apparaître des dépêches d'agence avec des informations qui vous mettent en cause à titre personnel et qui ne sont pas vraies. Voilà, j'ai découvert ce que c'était que la machine politique lancée en pleine vapeur. Cela vous a choqué? C'est tout de même un univers très particulier. Thibault de Montréal, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est la fin de cet entretien. On se retrouve très prochainement pour un autre entretien sur France 24. Au revoir.